Energy City, c'est comme l'a dit en introduction Laurent tout à l'heure, c'est un réseau donc de villes en transition énergétique, de villes de toute taille et de toute ambition. C'est-à-dire que le but, c'est pas du tout d'avoir seulement des villes qui ont déjà avancé, parce que notamment on a beaucoup de villes des pays de l'Est de l'Union européenne, et elles ont, en général, des systèmes énergétiques qui ont été très peu flexibles. Ça ne veut pas dire que le nôtre il est particulièrement flexible, mais qui sont très dépendants du gaz russe, justement, ou qui ont été complètement conçus pour être dépendants du gaz russe. Donc ça, c'est un exemple. Moi, je vais rentrer dans le cœur du sujet, dans le sens où je vais plutôt m'attacher à savoir comment est une ville aujourd'hui, quel est le métabolisme d'une ville. On est passé de villes qu'on peut appeler agripolis, qui étaient des villes totalement indépendantes finalement et autonomes pour leur alimentation, pour leur approvisionnement en matières premières, pour l'énergie qui peut venir sur le territoire, c'est-à-dire qu'on brûlait les forêts qui étaient juste à côté et qui étaient en très très grande coordination et avec le territoire rural autour de la ville. Donc il y avait des échanges permanents entre justement les pâturages juste à côté, le fumier, l'alimentation qui peut être faite sur le territoire à côté. Et ça, c'est c'est les villes jusque dans le début du XXe siècle. Donc nos villes, elles étaient relativement, voilà, pas longtemps en fait, elles étaient relativement indépendantes et avec un besoin de ressources externes assez limité par rapport à l'activité économique qui était développée. On est passé, après la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 50, à ce que j'appellerais la ville pétropolis. Et pétropolis, c'est une ville qui est, au contraire, qui n'a aucune capacité interne à produire ni son alimentation, ni les produits manufacturés, ni aucun produit service, et qui est par contre ultra connectée avec des très grosses infrastructures, que ce soit en termes d'énergie, parce que alors là, par contre, l'énergie vient de très, 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 très loin. Elle est approvisionnée, elle est acheminée sur le territoire avec, en général, des déperditions énormes, parce que plus on les produit loin, plus on a de pertes en ligne, justement, de pertes dans les réseaux. L'efficacité énergétique d'un réseau électrique, quand les temps d'acheminement sont longs, est vraiment extrême. Et il est très connecté avec des autoroutes, avec des trains vers l'extérieur, avec des avions, justement, comme Pascal l'a noté, on a maintenant du tourisme de masse. Donc Pétropolis est c'est Pétropolis, est très dépendant justement de l'extérieur, et tout est fait pour toute l'infrastructure est de fait beaucoup plus centralisée. Et ensuite, voilà. Si on veut se dire, effectivement, il y a tous les possibles. La transition, elle va vers tous les possibles. Et nous, la proposition qu'on a, c'est plutôt une écopolis. Donc ça, c'est l'image. Voilà, ça, c'est aujourd'hui un système ultra centralisé, mais qui a eu un avantage. Le système centralisé de la production énergétique a été nécessaire à un moment donné pour un essor industriel, et surtout pour garantir à tous un approvisionnement sécurisé. Donc la sécurité de l'approvisionnement, c'est quand même pas dans tous les pays du tout. L'accès à l'énergie, c'est pas du tout quelque chose qui est universel dans le monde entier. C'est assez rare finalement, même d'ailleurs sur la planète, d'avoir un accès à l'énergie garanti à des coûts relativement abordables. Maintenant, c'est relativement discutable maintenant. Donc ça, c'était le système jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, Ecopolis, c'est ce que toutes les ruptures technologiques qui sont à l'œuvre depuis assez peu de temps finalement, parce que s'il y a des éoliennes depuis une dizaine, quinzaine d'années, ou s'il y a des panneaux solaires depuis, dans certains pays aussi, 10 à 15 ans, il n'y a qu'aujourd'hui que ce sont des technologies qui permettent en fait des coûts qui sont inférieurs aux coûts de production de l'énergie, enfin en particulier de l'électricité, dans ce cas-là, que ce soit de l'électricité qui vient du pétrole, du charbon, ou nucléaire. Aujourd'hui, ce sont 3 énergies qui produisent de l'électricité qui sont plus chères que, dans beaucoup de cas, l'énergie solaire et le coût de l'énergie éolienne. Ce qui fait qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que l'industrie énergétique, qui était une industrie très forte, les industries énergétiques, c'est les joyaux de la nation. Dans chaque pays, il y avait une énorme entreprise. Il y a Shell, il y a Total, il y a chaque pays, BP, donc
British Petroleum, qui s'appelle plus comme ça maintenant, c'est qui s'appelle Beyond Petroleum, je crois. Enfin bon, ils ont changé, ça veut dire au-delà du pétrole. Juste, bon, ça s'appelle quand même encore BP. Mais juste pour dire effectivement qu'ils sont eux, ça, ce sont les grosses entreprises de l'énergie qui étaient donc un des piliers de la sécurité des pays. C'est vraiment, ça fait partie, l'énergie, ça fait partie de secteurs qui sont regardés par les services secrets, par les militaires. Enfin, on peut le voir par exemple quand il y a des crises ou des grèves dans les raffineries, il y a des réserves de pétrole qui sont placées partout sur le territoire parce que c'est stratégique que d'être approvisionné en énergie pour un pays. Donc là, ça, aujourd'hui, ce sont des modèles où toutes ces grandes entreprises, elles sont en train de complètement transformer leur modèle économique parce que, justement, les technologies qui sont sur le marché, elles permettent des coûts nettement inférieurs de production de l'énergie quand ce n'est pas des énergies qui sont fossiles ou fissiles. Fossiles, donc c'est charbon et pétrole. Les deux sont fossiles. Ça va changer radicalement le paysage. Mais ce qui est le plus important maintenant, c'est que donc d'une part, on a des coûts de production qui sont vraiment très intéressants, et on a aussi de la technologie pour décentraliser la production. Et c'est là qu'il y a un vrai changement du système énergétique, parce que cette décentralisation, et ça c'est la dernière image, parce que sinon je ne m'arrêterai pas sur les images que je voulais vous montrer, c'est celle-là. Voilà. Une étude justement qui répond aussi au fait que qui sera partenaire de la transition énergétique et qui ne le sera pas. C'est une étude de Greenpeace Europe qui est parue au début de la semaine et qui dit qu'en 2050, il y aura au moins 45% de la population qui sera acteur du marché énergétique, dans le sens où ils seront producteurs, consomment acteurs, mais ils feront partie intégrante de l'approvisionnement énergétique. C'est pratiquement donc la moitié de la population européenne qui sera producteur. Donc ça change radicalement la donne. Ensuite, il y a aussi maintenant, et ça moi je suis ravie de pouvoir après converser avec un électricien qui va me dire que peut-être c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout possible, mais il y a aujourd'hui des développements technologiques justement pour imaginer de se passer de l'énergie d'un voisin à un autre. On appelle ça les electric chains, les blockchains. Enfin, ce sont des je ne vais pas revenir sur, parce que de toute façon, je n'ai pas compris non plus, donc ce n'est pas la peine. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses possibles qui font que l'échange entre citoyens d'énergie peut ne pas passer d'abord par le réseau, mais surtout ne pas passer par des transactions financières. Ça peut être des échanges et ça peut être justement une façon de réguler parce que les écoles ont besoin d'électricité ou d'énergie dans la journée et les ménages en ont besoin le soir. Donc il y a des moyens d'avoir des transferts suivant les besoins. Peut-être quelques exemples plutôt pour finir en fait pour donner une idée en fait de ce qui se passe, parce que donc ça c'est le potentiel, le possible. On est vraiment à un moment charnière de rupture technologique. Ça, c'est très, très clair. Et donc, comme on a pu le voir dans l'intervention de Pascal, ce sont les moyens technologiques qui peuvent définir les futurs possibles. Pour moi, l'enjeu, c'est de savoir justement qui en aura la propriété. Comme tu l'as dit aussi actuellement, si c'est une énergie fossile, donc il y a une capitalisation et ça appartient à quelqu'un. Le soleil, qui est donc inépuisable. Et ça, c'est aussi très intéressant d'imaginer qu'on pourrait commencer à avoir non pas deux sortes d'énergie, les renouvelables et les non renouvelables, mais bien aussi de dire qu'il y a des renouvelables, des non renouvelables et des inépuisables. Parce que justement, ça rend le champ des possibles encore plus large et finalement plus précis. Donc cette rupture, elle est à l'œuvre. Et par contre, les autorités locales qui ont commencé le chemin sont relativement rares parce que c'est justement des choses qui sont qui changent très rapidement. Le prix, par exemple, de la technologie solaire a radicalement chuté dans les 2 dernières années. Aujourd'hui, l'année dernière, il y a eu beaucoup plus d'investissements dans le solaire partout dans le monde que dans n'importe quelle autre source d'énergie en termes d'investissement pur. Donc, je pense qu'il y a vraiment les ruptures sont à l'œuvre maintenant. Et ce qui est difficile, c'est justement de réfléchir à la transition dans un moment où on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va être
quelles sont les technologies dont on va avoir besoin ou qui seront à disposition pour faire cette transition. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre que de toute façon, le futur de l'énergie sera décentralisé, et de savoir et de se poser la question, pour moi la question qu'il faut se poser dans ce grand débat, c'est vraiment, mais où sont les ressources? Et donc là, il y a des nouvelles applications sur smartphone qui sont à disposition, une qui s'appelle Treasure Map, et qui permet de faire une cartographie des trésors du territoire. Et les trésors, c'est justement des sources insoupçonnées d'énergie, de la géothermie. Donc ça, je pourrais donner par exemple l'exemple de Lito Merice, qui est là. Une petite ville. Ah oui, ça, bon, je le prends là comme ça. Voilà, Lito Merice, c'est une ville de 25 000 habitants en République tchèque qui finalement s'est dit justement je vais faire une cartographie de mon territoire. Elle s'est aperçue, alors que ça n'avait jamais été vraiment jamais à l'ordre du jour, qu'ils avaient un potentiel géothermique qui permet de passer tout le réseau de chaleur, parce que justement, comme c'est un pays qui avait un réseau de chaleur urbain pour toute la population, ils ont directement transformé le réseau de chaleur urbain qui était au gaz, qui venait justement de Russie, en géothermie locale. Donc ça, on ne peut pas le savoir si on ne fait pas les tests et si on ne regarde pas quelle est la cartographie justement des ressources. Donc les ressources, les ressources du futur sont principalement endogènes. Et pour donc finir, je vais revenir à celle d'avant. Peut-être la façon dont nous on le conceptualise, du coup, c'est qu'une transition énergétique, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir une production décentralisée, mais une propriété centralisée. Et donc, finalement, on restera dans le même type de système. Et je pense qu'on aura loupé l'opportunité de la transition énergétique que d'en faire aussi le vecteur d'une transition démocratique et d'une économie démocratisée aussi. Donc là, pour nous, c'est très important, justement, qu'il y a des transitions énergétiques. Elles vont arriver, elles arrivent. Par contre, il faut la choisir, et nous, on propose qu'elle soit donc démocratique, décentralisée, et pour ça, il faut repenser complètement l'investissement sur le territoire par rapport aux ressources qu'on peut avoir. Et la dernière slide, justement, c'est celle-ci. Donc ça, c'est quand même, donc c'est une très vieille photo. Ça, c'était notre conseil d'administration, mais je pense, Vecchio, c'était 2010. C'est le titre, en fait, de votre grand débat. Hein. La transition énergétique, c'est nous. Et là, ils disent « We are the energy transition ». Voilà. Donc, c'est quelque chose, c'est là. Je pense que vous êtes dans le vrai, c'est déjà bien. Et puis, le Superman, là, qui dit avec beaucoup de pouvoir, il y a aussi beaucoup de responsabilités. Et je pense que c'est ça aussi qui est en jeu. C'est d'abord pouvoir, en anglais, c'est power. Power, c'est aussi électricité. Donc électricité, pouvoir, pas besoin d'aller trop plus loin, mais vraiment l'énergie, je veux dire, c'est du pouvoir. Mais vient justement l'idée de la responsabilité et qui et comment la partager. Et c'est pour ça que c'est un enjeu démocratique majeur. Voilà, je m'arrête sur cette photo parce qu'elle résume assez bien le reste. Merci pour cette présentation. J'avais une question. Vous avez parlé de la ville avant le XXe siècle qui était l'agripolis, donc qui était autonome. Bon, la ville n'est pas hors sol. Tout le monde va habiter, 80% va habiter en ville prochainement, dans les futures décennies à venir. Dans le mouvement de la décentralisation de l'énergie, comment peut s'organiser en fait les relations entre la ville et la campagne pour faire du lien? Et y a-t-il des modèles Alors, justement, il y a assez peu de modèles pour l'instant, parce que ça, par contre, c'est vraiment, vous avez pointé un des enjeux et une des grandes questions à venir, c'est de imaginer des nouveaux partenariats entre les territoires. Parce que justement, jusqu'à maintenant, la ville, elle a vraiment pris le territoire rural comme puisant les ressources du territoire rural pour manger principalement, mais pas du tout d'abord comme des ressources énergétiques, alors qu'aujourd'hui, les territoires ruraux sont vraiment en pointe en production énergétique. Tout ce qui est TEPOS, etc., c'est principalement dans des territoires ruraux, et il y a énormément de potentiel, et il faut complètement imaginer des nouveaux
des nouveaux partenariats avec un accès privilégié des territoires vers le réseau et vers les besoins de la ville, mais aussi des échanges. Il faut mettre un peu d'agriculture en ville et un peu plus de production industrielle peut-être à la campagne. Il y a vraiment des nouveaux modèles à mettre en place et des modèles de partenariat. Et aujourd'hui, on est en général toujours plutôt ruraux contre urbains et pas du tout dans un système de partenariat. Il y a des exemples je ne sais pas d'ailleurs, peut-être c'est le cas aussi ici, de nouveaux, justement, de développement de partenariats à l'échelle des métropoles avec les chambres d'agriculture qui travaillent vraiment sur différents thèmes. Mais moi, je pense que les agriculteurs sont un des grands futurs énergéticiens. Et je ne pense pas forcément d'ailleurs qu'ils se voient comme ça, mais ils ont une ressource énergétique potentielle parce qu'ils ont la terre d'abord, et puis aussi parce qu'ils ont des élevages, parce qu'ils ont de la biomasse, parce qu'ils ont des grandes étables où il est possible de mettre des grands panneaux solaires. Donc il y a vraiment une capacité. Enfin, souvent aujourd'hui, d'ailleurs, une des effets d'aubaine qu'il peut y avoir, c'est que les très grands agriculteurs qui touchent déjà beaucoup de subventions de la PAC européenne ont aussi la possibilité de toucher beaucoup de subventions pour faire des énergies renouvelables ou de planter des éoliennes. Donc c'est un peu la double rente. Mais donc il y a des nouveaux partenariats inventés. Un autre exemple, c'est la ville de Växjö en Suède. Elle est là. Non, elle est là. Parce qu'elle est justement en train de développer un partenariat, mais un contrat avec les gestionnaires des forêts alentours. Donc là, c'est vraiment un contrat pour un approvisionnement à 15 ans et l'investissement. Qui investit dans le bois? Comment, justement, qui paye l'investissement et faire un partenariat, comme un partenariat public-privé, comme une concession, en fait, sur la gestion de la biomasse qui est dans toute l'équivalent d'un département, en fait, dans cette ville. Donc il y a des choses, mais il y a très peu, en fait, il y a très peu. Les villes ont conscience aujourd'hui qu'elles ne feront leur transition énergétique qu'avec les territoires ruraux alentours, mais on n'a pas, je pense, on a assez peu d'exemples, en tout cas, d'avoir commencé vraiment la discussion. Enfin, à Saint-Étienne, il y a aussi des choses intéressantes qui se passent. J'ai une autre question un peu sur un autre domaine. Vous avez parlé de la démocratie et de la décentralisation et aussi le désinvestissement. C'est le titre aussi de votre dernière revue. Par rapport à la démocratie, je voulais savoir un peu les différentes formes de démocratie qui peuvent s'exprimer dans les projets de transition énergétique, et notamment sur l'action citoyenne entre les initiatives, la participation et même la gouvernance. Quelles différences peuvent exister entre les villes d'Europe ou même les pays d'Europe? Ouais. Donc là, je pense que c'était un autre slide aussi, mais il y a en Allemagne la production citoyenne. Donc là, ça c'est un des enjeux, par exemple, c'est une des choses qu'on essaye d'inscrire dans une directive européenne qui doit sortir normalement avant la fin de l'année, qui sera la directive énergie renouvelable. Normalement, on voudrait inscrire dans cette directive que partout en Europe, les énergies renouvelables aient toujours la priorité d'accès par rapport à toutes les autres énergies, ce qui veut dire que du coup, petit à petit, on pourra fermer les centrales qui sont polluantes, y compris, bien sûr, le nucléaire. Mais donc ça, c'est une des choses qu'on veut inscrire dans la loi, mais on voudrait aussi inscrire dans la directive une définition de l'énergie citoyenne, une définition qui soit ouverte, c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre justement plein de formes différentes. Des coopératives, c'est le cas beaucoup au Danemark et en Allemagne, mais il peut y avoir des sociétés anonymes de citoyens qui investissent, ou des clubs d'investisseurs qui investissent avec des SEM et des partenariats très, très diversifiés. En fait, les montages possibles sont quasiment infinis. Et en général, la collectivité est quand même très moteur en proposer des toits des écoles, en disant, je vous les propose par exemple, ça c'est à Bruxelles, à Anderlecht, proposer les toits de toutes les écoles à une coopérative citoyenne qui installe et donc qui paye l'électricité, et la location des toits, qui sont très bien placés, parce qu'il y en a des grandes surfaces, etc. Donc c'est vraiment adéquat.
la location des toits, elle ne coûte que l'électricité du bâtiment. C'est-à-dire que la commune nous dit, nous, quand on a fini d'alimenter avec les panneaux solaires nos besoins, le reste part. Et donc vous financez sur le reste qui est produit et qui part. Donc ça, c'est vraiment infini. Mais ce qui est important pour moi, c'est que démocratie de l'énergie, c'est pas seulement sur les infrastructures locales, ni sur la production décentralisée, mais je trouve par exemple pas normal que, en tant que contribuable, vous êtes contribuable à l'État français, et aujourd'hui l'État français s'engage sur des projets au Royaume-Uni d'investissements très très lourds qui vont être des milliards et des milliards. Et ça, en fait, c'est une entreprise privée qui s'appelle EDF qui y investit, mais elle a la garantie d'État, c'est l'État français. Bon, nous, en Belgique, par exemple, on paye actuellement, avec nos impôts, on paye la dette de Dexia, parce que les Français n'ont pas voulu la payer, donc c'est nous qui payons avec nos impôts. Mais donc, en tout cas, ça n'a pas été mis en débat. Et je trouve que les questions d'infrastructure énergétique, à partir du moment où ce sont des investissements qui se font sur 50 à 100 ans, en Belgique, en ce moment, il y a aussi, par exemple, il y a une controverse parce que les réseaux de distribution vont être partiellement acquis par les Chinois. Et donc, ça pose quand même des questions de savoir est-ce que, bon, ouais, en tout cas, dans ce cas-là, comme ce sont des entreprises qui ont été privatisées, il n'y a pas de débat citoyen, il n'y a pas le moyen pour le citoyen d'exercer, je pense, un droit, justement, en tout cas démocratique, de définir les infrastructures dont on a besoin pour le futur en termes d'approvisionnement. Enfin, je pense que c'est assez... c'est légitime que de demander aussi ce droit. Donc la démocratie de l'énergie, c'est vraiment à tous les niveaux. Et il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de débats. Voilà. Une troisième question, après je laisse le micro. On entend parler souvent depuis peu de l'intelligence artificielle, et maintenant on entend parler de l'intelligence urbaine, enfin les réseaux intelligents, la ville intelligente. Je voulais savoir si l'intelligence humaine pouvait trouver sa place et est-ce qu'elle n'était pas en concurrence avec la technologie. Voilà, je laisserai bien répondre Pascal. Parce que chez moi, c'est une vraie grande question. Je pense que là, il y a un enjeu aussi, et que entre guillemets, la réponse de la bataille n'est pas gagnée aujourd'hui, mais surtout parce que c'est plus finalement que où est la place de l'humain, c'est vraiment justement quel contrôle démocratique s'exerce sur quand on a mis en œuvre un grand projet Smart Cities, où qui contrôle les données, que fait-on des données, comment est-ce qu'elles peuvent être un outil mais fabuleux pour la collectivité ou les citoyens, justement, de comprendre les besoins du territoire et de savoir où est-ce qu'il y a des ressources. Et ça doit être des données qui doivent être de l'open data, par exemple. Donc l'intelligence humaine, elle peut se saisir d'énormément d'opportunités, mais là, il y a vraiment des enjeux de propriété de ce que produisent justement les smart cities, qui sont essentiellement des données, en fait. Je te laisse. Voilà, donc il y a le réchauffement climatique. Je ressors également des 3 jours de Climate Change, où, y compris dans la déclaration de Nantes, il est aussi porté la volonté de radicaliser, de se radicaliser pour aller plus vite dans la transition énergétique et les transitions pour la planète. Vous citiez tout à l'heure l'exemple donc de la ville de Växjö, alors je parle pas le suédois première langue, désolé, qui s'est orientée donc vers le zéro carbone. Pouvez-vous nous dire où en est-elle dans son orientation donc à être fossil free d'ici 2030? Voilà, donc c'est bien il y a 20 ans qu'ils ont entamé cela, et l'orientation 2030, c'est dans 14 ans. Et on voit bien qu'il faut aller vite, notamment par rapport au réchauffement climatique. Donc comment cette transition énergétique s'est faite? Quelles difficultés a-t-elle rencontrées? Et quel chemin reste-t-il à parcourir? Une très bonne question.
Alors, Vecchieux, c'est un projet effectivement qui est long, qui est sur le long terme. C'est un engagement pris depuis 20 ans. C'est une des premières villes qui s'est vraiment fixée comme ce type d'objectif, parce que voilà, 20 ans, c'était très très précurseur de se le fixer. Et c'était par rapport à une pollution plus générale de l'environnement autour de la ville, que les citoyens ont vraiment décidé, non, ça c'est, nous on veut un environnement de qualité autour dans la ville. Donc en fait, ça a été d'abord justement porté par la population. Je crois que ça c'est le premier point très important, parce que je ne suis pas sûre, moi, du chemin radicalisé. Je crois qu'on est dans un moment de mobilisation forte. Il est nécessaire de mobiliser très fortement et surtout justement de bien montrer Pour moi, ce qui est important, c'est de mettre les vraies questions en débat. Et pour moi, par exemple, la vraie question, c'est qui sera propriétaire des ressources inépuisables? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'approprier cette rente du soleil? Parce qu'en Espagne, justement, ils ont une grande campagne contre l'impôt au soleil, parce qu'il y a eu un impôt au soleil. C'est très... Bref, c'est vraiment... C'est des vraies questions de répartition, en fait, de la ressource. Et quand même, il faut aussi payer le réseau, donc il faut se poser des questions. Avec eux, ce qui s'est passé, c'est donc d'abord une forte mobilisation citoyenne, ça veut dire un consensus local autour des enjeux environnementaux. Et ensuite, c'est un chemin qui a d'abord commencé par de l'efficacité énergétique, de l'efficacité énergétique, de l'efficacité énergétique, quasi interdiction de produire ou de construire une maison qui ne soit pas passive depuis déjà des années et des années. L'année dernière, non voilà, je crois 2 ans, ils ont obligé toutes les nouvelles maisons construites, enfin c'est donc passif, mais ils ont quand même encore besoin de chauffage. Toutes les nouvelles maisons, toutes les nouvelles maisons doivent être raccordées obligatoirement au chauffage urbain, puisque le chauffage urbain est 100% renouvelable en biomasse. Et donc ils autorisent pas ils autorisent pas les gens à avoir une chaudière comme ils le veulent, quoi. C'est assez imposé. D'ailleurs, ils ont eu des problèmes avec l'autorité de concurrence, mais ils ont gagné parce que justement c'est dans un projet climatique de territoire. Et le plus important pour avancer, donc eux ils me disent, moi je ne peux pas vérifier, qu'ils sont sans problème en 2029 même, peut-être ils seront neutres par rapport au climat parce qu'ils avancent super bien. Ils ont un gros problème sur le transport, c'est le plus difficile pour l'instant, donc ils investissent énormément sur les voitures électriques, parce que même s'ils ont rendu leur ville quasiment piétonne, c'est quand même une ville très étalée avec beaucoup de territoires suburbains, donc c'est vraiment difficile et le transport, il n'est pas encore géré. Mais sinon, ce qu'ils ont surtout fait, c'est toutes les entreprises locales prennent des engagements. Donc il y a vraiment une espèce, ils appellent ça la table ronde du climat. Ils se réunissent tous les ans. Tous les ans, ils ont tous les acteurs du territoire qui viennent expliquer où ils en sont dans leurs engagements. C'est vraiment une marque de fabrique de la ville. Mais c'est aussi, c'est moins de 100 000 habitants. Hein, et c'est dans un territoire qui est largement que de lacs et de forêts. Bon, mais il fait froid aussi. Il n'y a pas forcément beaucoup de soleil. Donc finalement, il y a aussi des avantages. Donc, et ils sont aussi une ville qui attire beaucoup d'étudiants, donc qui n'ont pas forcément de voiture. Mais ils sont presque, en fait, ils pensent qu'ils sont bons sur tous les indicateurs, sauf celui de la voiture individuelle qui, pour l'instant, ils n'arrivent pas à traiter correctement. Mais ils ont essayé de réduire voilà. Alors, donc je parlais pas le suédois couramment, mais vous avez cité une ville dont j'arriverai pas à retrouver le nom. Litoměřice. Bon, ce qu'on voit, voilà, c'est du tchèque, et là c'est du tchèque. Donc ce qu'on voit quand même, c'est que quoi qu'il en soit, ça dépend aussi, je pense, des ressources oui. Qui sont aux alentours de ces villes. Et comme alors Vache, il a des forêts et qu'il a fait le choix effectivement à travers cette énergie renouvelable, d'engager un processus avec les populations tel que vous l'avez indiqué. Là on voit que effectivement c'est la géothermie. Vous avez cité aussi dans vos travaux Copenhague. Voilà. En tant que membre de la commission du grand débat sur la transition énergétique, moi ce que j'aimerais mesurer aussi, c'est ce qu'une transition vers zéro carbone implique pour une ville
Et comment fait-on pour garantir le zéro carbone si une ville est alimentée uniquement par des énergies intermittentes? Parce que ce soit le soleil, il aura une courbe de production d'énergie clairement identifiée. La courbe de charge des utilisateurs, des usagers de ces énergies, elle est plutôt complexe et elle dépend des modes de vie, etc. Donc de pas mal de choses, y compris de l'industrie, donc des pics d'activité à des moments donnés. Et cette production-consommation doit être un équilibre parfait. Sinon, il est en déséquilibre et ça pose des problèmes, y compris des énergies renouvelables mis en des endroits où on se retrouve en surproduction et qui engendre d'autres problèmes. Donc effectivement, je pense qu'il y a besoin d'une concertation et je pense que c'est intéressant ce que vous avez amené tout à l'heure sur l'implantation de ces énergies, y compris renouvelables, pour faire avancer le mix énergétique. Par contre, voilà, comment pourrons-nous y arriver, sachant qu'aujourd'hui, les questions notamment du stockage d'énergie associée aussi bien sur le photovoltaïque que sur l'énergie éolienne n'est pas encore à la dimension qu'il faudrait par rapport à ce qui est en train de s'implanter sur le territoire. Oui, oui. Voilà. Non, de toute façon, on a encore un chemin à parcourir, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même beaucoup de possibilités. Et aujourd'hui, ça, c'est un peu la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a des innovations presque tous les jours. Par exemple, pour les énergies intermittentes, il y a des choses qui se développent assez rapidement maintenant pour transformer l'électricité quand on en a trop en gaz, qu'ensuite on retransforme en électricité et qu'on stocke différemment. Il y a la prospective qui est justement pas si loin, sûrement pas très lointaine, d'aller au Brico acheter non pas seulement sa chaudière, mais de mettre à côté son chargeur, enfin sa batterie domestique qui chargera pendant la journée pour les besoins du soir et donc réglera l'intermittence justement ou le différentiel entre les besoins en tout cas des résidentiels, de la partie résidentielle. Donc ça c'est une chose. À Delft, qui est une ville au milieu des Pays-Bas, qui est une petite ville de 100 000 habitants, ils ont calculé justement que pour 100 000 habitants, ils vont pouvoir faire, parce qu'ils se sont fixés une feuille de route à 2050 pour être neutre en carbone, ils vont principalement prendre la chaleur fatale du port de Rotterdam, qui va non seulement irriguer Delft, mais aussi Rotterdam en passant et jusqu'à La Haye, parce que c'est sur un arc. Donc ils ont un énorme partenariat qui est assez lourd entre le port de Rotterdam et toute la zone autour pour pouvoir donner de la chaleur. Et en plus, justement, dans leur mix électrique, ils ont prévu qu'avec 500 voitures électriques qui serviraient de chargeurs dans la nuit, dans la journée, mais pour leur redonner la nuit, qui seront stationnés dans la ville, c'est suffisant pour l'alimentation en besoin électrique de toute la ville. Donc si on imagine qu'une ville de 100 000 habitants a seulement besoin de 500 voitures stationnées aux bons endroits pour pouvoir s'approvisionner correctement en électricité, alors que Delft, c'est pareil, c'est pas une ville super ensoleillée. Enfin, ça va, il y a du soleil, mais il n'y en a pas. Enfin, voilà, c'est pas. Voilà. Donc, enfin, en Nantes, on n'aura pas de problème, en tout cas, en comparaison. Donc, ça, c'est Copenhague, pour l'instant, c'est une beaucoup plus grande ville et c'est plus compliqué, c'est plus dense. Ils font énormément d'éolien offshore. Donc, c'est vraiment de l'éolien, ça, c'est sûr. Munich aussi. Munich, par exemple, elle s'est fixée un mix 100% renouvelable de l'électricité produite par l'entreprise municipale électrique, parce que c'est une entreprise municipale électrique. Ils sont fixés 100% d'électricité en 2020 pour tous les ménages et en 2030, je crois, pour toute l'agglomération. Et ça, comme ils ne peuvent pas le faire sur leur territoire, en fait, à chaque fois qu'ils investissent dans de la production, ils investissent dans l'énergie renouvelable. Mais ça veut dire que leur investissement va jusque dans des éoliennes et des éoliennes au milieu de l'Espagne. Donc la Stadtwerke, l'entreprise municipale de Munich possède des éoliennes au milieu de l'Espagne parce qu'elle a cet engagement très fort de dire c'est 100% renouvelable et mon mix sera 100% renouvelable. Mais évidemment, donc les électrons, ils ne sont pas verts ou bleus, hein, ils sont de la même couleur, je crois. Enfin, c'est pas moi l'électricienne ici, mais j'ai l'impression qu'on ne les voit pas quand ils viennent de quelle source ils viennent. Donc ça veut dire qu'ils injectent dans le système européen, de toute façon, autant que ce qu'ils consomment.
Et Copenhague donc, fait aussi de ce qu'on appelle de la compensation carbone par rapport à ce qu'elle n'arrive pas à toucher, qui est principalement les transports, qu'elle n'arrive pas, enfin qu'elle a des difficultés par rapport, parce qu'eux, ils sont plus ambitieux, ils voulaient qu'en 2025, tout le mix électrique était... Enfin bon, je me trompe un peu avec les chiffres, parce que chaque ville a son propre cap, avec la propre année d'arrivée, et j'ai possiblement mixé les différentes. Voilà. Donc, ouais, je pense que l'intermittence, en Belgique, il y a une grande blague parce que on dit que l'électricité intermittente, elle vient des centrales nucléaires parce qu'elles sont elles sont allumées une journée sur deux en moyenne dans l'année parce qu'elles sont trop fissurées. Donc, voilà. C'est pour dire que l'idée qu'on a parfois de l'intermittence, c'est pas toujours la bonne.